Mesdames et messieurs, bonjour, un immense plaisir pour moi encore ce matin de vous savoir très nombreux à l'écoute de l'émission Matinée Plurielle, l'émission qui vous parvient du lundi au vendredi excepté les jeudis, mais surtout l'émission qui traite pour vous des sujets d'actualité et d'intérêt national. Nous sommes au mardi 13 novembre 2012, journée de deuil national suite à l'assassinat de la directrice nationale du Trésor, Madame Boiro Aïssatou, vendredi dernier du côté de Kipé. 9 heures passées de quelques minutes dans ce studio. Comme vous le savez, les dissensions persistent de plus belle entre la mouvance présidentielle et l'opposition autour de l'opérateur devant reviser le fichier électoral guinéen. Le président de la République, à l'occasion d'une sortie médiatique tout récemment sur les antennes d'une radio étrangère, a estimé qu'il n'y a aucun problème autour de cette question. De son côté, l'opposition guinéenne multiplie les rencontres pour fustiger l'opérateur Webmark dont les limites ont été prouvées par l'OIF et le PNUD. Après la mise en place de la CENI, les Guinéens ne voyaient que les élections législatives en face, mais malheureusement, la question du choix de l'opérateur risque encore de retarder ces échéances, comme vous l'avez constaté. Alors, à quand les législatives dans notre pays? Pourquoi l'opposition rejette-t-elle l'opérateur Webmark? Le choix d'un opérateur incombe-t-il à la classe politique ou à la CENI? L'opposition a introduit un recours en annulation du décret nommant les membres de la CENI. Où en sommes-nous? Beaucoup de questions, beaucoup de choses à se dire. Dans ce studio, nous avons Ousmane Diallo, membre du bureau exécutif de l'IFDG. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Avant de parler du fichier électoral, la pomme de discorde aujourd'hui entre l'opposition et la mouvance présidentielle, nous allons parler tout d'abord de la CENI. La nouvelle institution est mise en marche. Quelle vision portez-vous sur elle? Disons qu'il est prématuré pour nous de donner un point de vue quant à la qualité de cette nouvelle CENI. Néanmoins, il a été souligné, il faut le rappeler, qu'elle a été mise en place dans des conditions un peu particulières parce que le décret stipulant la liste, la nomination des membres de la CENI a été un peu boiteux dans la mesure où le président de la République et son ministre de l'administration du territoire ont pris sur eux la décision d'exclure le 10e membre de l'opposition, donc en mettant à sa place le représentant de l'UPG, de Jean-Marie Doré, sans aucune consultation. Et je pense que Jean-Marie Doré l'a encore réitéré il y a quelques jours dans un organe de presse qu'il n'était ni de l'opposition ni de la mouvance. Donc il appartient aux institutions judiciaires de ce pays de rétablir la loi dans son intégrité. Maintenant, pour ce qui est des individus, nous savons qu'il y a des velléités de vouloir tout régler par le vote à l'intérieur de la CENI. Je pense qu'il faut revenir à l'esprit de l'ancienne structure qui était là et qui prenait des décisions de façon concertée, de façon souvent consensuelle, ce qui est mieux dans la mesure où on sait aujourd'hui que les forces à l'intérieur de la CENI sont déséquilibrées parce que les gens de du CNT, les membres du CNT n'avaient pas voulu entendre les remarques extrêmement pertinentes de l'opposition par rapport à la composition de la CENI. Dans la sous-région, il est clair que beaucoup de CENI n'ont pas de représentants de gouvernement parce qu'on considère que la majorité, c'est le gouvernement. La majorité, c'est bien sûr les gens issus de ceux qui gouvernent. Et donc, il n'était pas nécessaire d'avoir 2 représentants de l'administration. Le fait qu'il y ait 2 représentants de l'administration plus 10 de la mouvance, c'est un déséquilibre des forces à l'intérieur de l'institution qu'on avait souligné en son temps. Le législateur ne nous a pas entendus, mais c'est ce qui peut empêcher aujourd'hui qu'il y ait vraiment des prises de décision à la majorité simple, dans la mesure où cela reviendrait simplement à laisser la CENI agir sous la bonne volonté des gens de la majorité. Or, l'institution est impartiale, neutre, mais surtout doit agir dans un esprit concerté en recherchant, dans la mesure du possible, un consensus. Maintenant, nous attendons que les premiers actes soient posés. Nous attendons de voir la direction du vent pour nous prononcer quant à la neutralité possible de ces gens ou quant à leur soumission au pouvoir politique de la mouvance. Pour ce qui nous concerne, nos représentants, nous leur faisons confiance. Et nous espérons qu'ils agiront dans l'esprit de la loi en
faisant en sorte que personne ne soit lésé. Nous ne recherchons absolument pas qu'on tire la couverture sur nous. Nous recherchons des gens qui sont capables de dire la loi et rien que la loi. Et nous comptons absolument sur nos représentants dans cette institution pour agir dans ce sens. Ouais, vous comptez sur vos représentants. Vous avez parlé des 10 de la mouvance, des 2 de l'administration, mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que les 3 de la société civile peuvent avoir de jour au lendemain un penchant vers la mouvance présidentielle quand on sait aujourd'hui comment fonctionnent les choses dans notre pays, M. Diallo. C'est un comportement à craindre dans la mesure où les cadres dans ce pays ne se distinguent pas forcément par l'application de la loi. Ils sont toujours en train de rechercher les faveurs du pouvoir. Et si c'est ce qui se manifeste dans cette CENI, alors ce pays ne sortira pas très rapidement de l'ornière. Ça veut dire qu'ils vont replonger par ces comportements-là, par ces comportements biaisés, ils vont replonger ce pays dans une crise politique aussi. Non, nous espérons que ces gens agiront dans l'esprit et la lettre de la loi, et uniquement dans la lettre de la loi, sans aller du côté du pouvoir ou de la ou de l'opposition. Nous recherchons vraiment des gens qui savent lire, interpréter la loi et agir exclusivement dans ce sens. Lorsqu'il y a un problème d'interprétation de la loi, alors ils ont toutes les institutions judiciaires de ce pays à leur disposition pour les aider à comprendre mieux ce que dit la loi et pour que les agissements ne souffrent d'aucune contestation. Ok, vous aviez fait allusion tout à l'heure, vous avez introduit un recours en annulation auprès de la Cour suprême. Où en sommes-nous? Pour rappel, je vous dis que, Jean-Marie Doré a animé une conférence de presse, c'était samedi dernier, une conférence dans laquelle il dit que lui, il se reconnaît du centre, il réitère son appartenance au centre, mais qu'il ne sait pas comment est-ce que l'État est parvenu à le reclasser du côté de l'opposition, quand on sait que la Constitution demande 10 de la mouvance, 10 de l'opposition, 3 de la société civile et 2 de l'administration, M. Diallo. Vous savez, effectivement, quand on a vu le nom de Jean-Marie Doré apparaître sur cette liste, nous avons imaginé et compris plusieurs choses. C'est-à-dire que ce gouvernement n'est pas prêt à envoyer les électeurs devant les urnes pour décider de l'issue du choix de ses représentants au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un gouvernement qui n'est pas prêt. Alors tout est bon pour lui de créer de la zizanie pour empêcher les Guinéens d'aller aux élections. Il faut se rappeler que la Guinée, c'est quand même une exception. C'est la première fois dans un pays où un président de la République qui est censé avoir gagné des élections présidentielles s'oppose à ce qu'on aille aux élections législatives. Normalement, il doit profiter de l'effet d'aubaine qui lui a mis à la magistrature suprême pour convoquer le plus rapidement possible. Mais là, c'est le contraire qui se passe. Il gagne les élections présidentielles et il fait tout pour retarder les législatives. Donc ça, c'est un problème majeur et qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le pays. Il faut peut-être même se poser la question aujourd'hui de la légalité, de la légitimité même du CNT. Vous savez que le CNT, c'est c'est une assemblée transitoire qui a été mise en place suivant les accords. Le Conseil national de la transition. Voilà, suivant les accords d'Abuja. Mais les accords d'Abuja stipulaient clairement aussi que les accords de Ouaga plutôt stipulaient clairement que les législatives devraient se tenir 6 mois après les présidentielles. Dès l'instant qu'ils ont violé cette règle, là, cette loi, en quoi aujourd'hui est liée la légalité ou la légitimité du CNT? Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une confusion totale. La seule institution du pays qui marche normalement, c'est le gouvernement et le président de la République. Ce sont les institutions-là du pays qui fonctionnent. Donc c'est à craindre une crise aujourd'hui encore plus importante. C'est à craindre toutes ces recherches de voies pour retarder le processus électoral. Donc cette décision du président de la République de biaiser la liste de l'opposition n'avait pas d'autre valeur que de créer des problèmes. Mais cette fois, nous avons décidé de ne pas forcément répondre à cette provocation, de faire confiance aux institutions judiciaires de ce pays. Vous savez, il y a un délai judiciaire qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a un délai de recours qui est de 2 mois. Nous avons déposé dans l'État notre recours. Et puis, il y a un temps judiciaire que le législateur va prendre pour dire la loi. Et nous sommes en attente de cela. Et en attendant, nous siégeons pour donner quand même la chance à ce qu'on aille de l'avant, pour montrer une certaine
volonté aussi manifeste clairement, et c'était la démarche de l'opposition de dire que c'est une main tendue que nous faisons. Malgré cette violation manifeste de la loi, nous faisons une main tendue pour permettre aux uns aux autres de se ressaisir et d'aller à des élections propres, crédibles et transparentes. Et si la Cour suprême ne prenait pas en compte votre requête? Nous comprendrions qu'elle ne prenne pas en compte la requête. Nous n'avons pas dit de prendre en compte simplement la requête, nous lui demandons de le dire la loi. Ouais. Si le législateur a indiqué qu'il n'y a que mouvance et opposition à l'intérieur de cette institution et qu'un est représenté là-bas, il dit qu'il n'est pas de l'opposition, il dit qu'il n'est pas de la mouvance, nous attendons simplement que le législateur nous dise, enfin que l'institution judiciaire, la Cour suprême en l'occurrence, nous dise la loi. Maintenant, si pour lui, le fait de dire qu'on n'est pas de l'opposition, on n'est pas de la majorité, nous donne le pouvoir d'être dans cette situation, nous, en ce moment-là, nous ferons nos commentaires en temps et lieu. Mais nous n'allons pas préjuger des résultats qu'ils vont donner. Nous disons simplement que nous sommes en attente que la loi soit dite dans son intégralité. Je disais que la nouvelle CENI est mise en marche, Monsieur Diallo. Quelles doivent être les nouvelles tâches, c'est-à-dire les priorités de cette CENI dirigée par Bakary Fofana? D'abord, c'est d'apprendre la loi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont nouveaux dans cette institution. Il faut qu'ils acceptent de se former pour comprendre leurs obligations, pour comprendre les lois qu'ils interprètent, etc. Donc ils apprennent déjà. Ensuite, très rapidement, mettre en place des mécanismes de collaboration, des mécanismes de travail et de décision qui puissent permettre de trouver les idées de chacun dans la décision commune qui engage tout le monde. Oui. Donc, et ça, sans forcément essayer des coups de force, et puis n'agir que dans l'esprit de la loi. À partir de tout cela, à partir d'une feuille blanche claire, on peut réécrire une nouvelle histoire de la CENI quand on sait tous les problèmes que l'Ousseini Camara nous a créés, et puis d'ailleurs qui aujourd'hui vient d'être royalement récompensé par son ancien ordinateur. Justement, il est ministre du Tourisme. Oui, ministre du Tourisme, c'est une maladresse, une double maladresse. Je pense que même au sein de la mouvance, il y a des bonnes personnes qui voient ça comme nous le décrivons. C'est une maladresse. Mais une maladresse qui vient confirmer que l'Ousseini Camara était au service du président de la République, était au service du gouvernement guinéen pour agir en son nom entre les deux tours et après le deux tours. Donc ça, c'est une confirmation qui est venue de la présidence et de ce décret. C'est une maladresse parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement controversé, ancien syndicaliste, controversé à la tête de l'institution et dont les capacités professionnelles ont été vraiment mises à mal dans la tâche qui était la sienne au sein de cette institution qu'est la CENI. Donc, en quoi il mériterait ce strapontin de ministre de Tourisme? Il n'est ni de la profession de ce ministère, encore moins. Il ne s'est pas distingué dans ce pays de manière professionnelle qui peut permettre de le placer à ce niveau-là. Yeah. Mais voilà, c'est une récompense. D'ailleurs, ce gouvernement, c'est un gouvernement de récompense simplement des fidèles, des plus fidèles des uns des autres. C'est ce qui fait que ce n'est pas un gouvernement de développement, ce n'est pas un gouvernement de progrès, c'est pas un gouvernement de travail, c'est un gouvernement de récompense. Les gens sont là parce qu'ils ont à un moment ou à un autre servi le maître qui est Alpha Condé. Donc voilà, nous attendons de voir vraiment la mise sur pied d'un gouvernement de développement, d'un gouvernement qui se préoccupe des problèmes de notre peuple, qui sont la sécurité, qui sont l'agriculture, qui sont la santé publique, qui sont l'éducation, qui sont le développement des infrastructures, mais un gouvernement vraiment qui sache utiliser les mannes financières qu'on peut tirer de nos mines, qu'on peut tirer de nos ressources humaines, de nos douanes, etc., pour poser des véritables programmes de développement pour notre pays, avec des visions à court, moyen et long terme, mais sortir de cette forme de clientélisme politique et de récompense. L'Ousseini Camara agissait sous les ordres du président de la République. Vous avez dit du côté de la CENI. Qu'est-ce qui vous dit que Bakary Fofana, le nouveau président de la nouvelle CENI, ne pourrait pas se prêter au même jeu, Monsieur Diallo? Rien du tout. D'autant mieux qu'avant l'arrivée de M. Fofana, les rumeurs qui circulent dans Conakry avaient déjà largement prévu son arrivée là, parce compte tenu de la connivence réelle ou supposée qu'il a eu avec la mouvance du président de la République. Aujourd'hui, c'est aussi un deuxième signal que le président de la République lui a envoyé en disant qu'il n'y avait pas de problème de Waymark. Est-il en train de dire à Bakary Sylla que tu dois choisir Waymark, que tu dois décider que c'est Waymark?
Si c'est un signal, en tout cas, toute la Guinée et l'Afrique l'ont entendu. Et le troisième message, c'est de dire, si tu agis comme je le demande, si tu agis à mon sens, ben oui, c'est un ministère qui t'attend quelque part, comme celui de Luceni Camara. Donc, c'est là 3 signaux qui montrent des problèmes, qui montrent que probablement il serait tenté d'aller dans le sens d'agir sur la volonté du président de la République et du gouvernement. Mais si il prenait cette direction, alors la Guinée serait naturellement replongée dans une crise politique parce que nous n'accepterions plus. Les Guinéens n'accepteront plus jamais le diktat de l'autorité. Il faut que les gens comprennent. Nous nous révolterons, nous ferons en sorte que la loi soit respectée dans ce pays. Malheureusement, ce qui devrait être la tâche du gouvernement, ben, nous la ferons appliquer par la force de l'argumentaire, par la force de la loi qui sera de notre côté et de la démocratie. Voilà, la CENI doit avoir des démembrements et des cadres. Comment doivent-ils être constitués? Je pense qu'ils doivent respecter les règles qui sont édictées pour le fonctionnement de la CENI et pour la mise en place de ces démembrements. Il y a des règles là-dessus, il y a des lois qui sont claires là-dessus. Et puis pour que à chaque démembrement reflète la composition même de la CENI, qu'il y ait une parité de représentativité entre pouvoir et opposition, qu'il y ait une représentativité normale, que personne ne vienne dire que c'est Karl, cette structure démembrée doit être simplement constituée par la volonté du président de la CENI. Je pense que ce ne sera pas une bonne chose. Il faut respecter la parité qu'il y a déjà au sein de l'institution et respecter que les choix puissent venir de partout. Je pense que c'est ce qui va créer aussi la confiance entre les acteurs. Ce n'est pas seulement la CENI qui a été visée par cette parité, mais c'est l'ensemble des structures démembrées de cette institution à l'intérieur du pays qui doivent obéir à la même règle de parité. De parité, oui. Voilà, je rappelle à nos millions d'auditeurs qui sont à l'écoute de la 100.7 en bande FM et l'émission Matinée Plurielle. L'invité du jour, M. Ousmane Diallo, membre du bureau exécutif de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Nous allons parler d'un moment à l'autre au fil du fichier électoral, mais je crois qu'avec la complicité de Mbemba Kompo qui assure les données numériques, nous allons marquer une courte pause pour nous permettre de souffler un tout petit peu. Mbemba Kompo, une note musicale. La Guinée diara moye, la Guinée diana godesa, la Guinée boyara moye, la Guinée diana godesa, ala nole mogonote, kene ya bali maduyala balo, ala nole mogonote, kene ya bali maduyala balo. Tenkene ya balela kandimonde, tenkene ya balela fodomonde, tenkene ya balela kandimonde, tenkene ya balela fodomonde, ala nole mogonote, amba jogola malolo barase, ala nole iyompa, ala nole mogonote, ala nole iyompa. Ala no le monote, ala no idioma, ala no le monote.
balila Kodumondi, Tenkene balila Kanimondi, Tenkene balila Kodumondi, Ala nole mogolote, Amba jogola mololo barute, Ala no, Iyoma, Ala nole monote, Ala no, Iyoma, Ala nole monote, Ala no, Iyoma, Ala nole monote. Tenkene balila Kanimondi, Tenkene balila Kodumondi, Ala nole mogolote, Amba jogola mololo barute, Ala no, Iyoma, Ala nole monote, Ala no, Iyoma, Ala no. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de la 100.7 en modulation de fréquence Radio Liberté FM à l'émission Matinée Plurielle. L'invité du jour, monsieur Ousmane Diallo, membre du bureau exécutif de l'IFDG. Les dissensions persistent de plus belle entre la mouvance présidentielle et l'opposition autour de l'opérateur devant reviser le fichier électoral. Le président de la République, à l'occasion d'une sortie médiatique tout récemment sur les antennes d'une radio étrangère, a estimé qu'il n'y a aucun problème autour de la question de Wemark. De son côté, l'opposition guinéenne a multiplié les rencontres pour fustiger l'opérateur dont les limites ont été prouvées par l'OIF et le PNUD. Après la mise en place de la CENI des Guinéens, nous voyons que les élections législatives en face, mais malheureusement, la question du choix de l'opérateur risque encore de retarder ces échéances, comme vous l'avez constaté. Monsieur Ousmane Diallo, la nouvelle CENI est là et notre blocage, je l'ai dit, se profile à l'horizon, celui du choix de l'opérateur devant reviser le fichier électoral. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle crise qui semble se profiler à l'horizon? C'est un problème normalement qui peut, pour un pays qui veut aller de l'avant, qui peut trouver une solution très rapide. Yeah. Il y a plusieurs choses que l'opposition dénonce dans la présence de l'opérateur sud-africain en Guinée. D'abord, les conditions de recrutement. Cela n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres en respectant les procédures d'adjudication des marchés publics en Guinée. Donc cela n'a pas fait l'objet de la publication d'un cahier de charges, c'est-à-dire qui stipule les obligations de l'opérateur quand il est là, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit procéder, quels sont les délais qu'il doit faire, quels sont les engagements qu'il doit procéder. Donc il n'y a pas de lettre de mission qui est donnée à cet opérateur. Or cette lettre de mission doit faire l'objet d'une publication. On doit savoir qu'est-ce qu'il fait en Guinée. J'ai cru comprendre qu'au début, le marché a été donné à Sabari Technologies.
Or, un des dirigeants de Sabari Technologies d'alors, c'est Yahya Khan, qui se retrouve aujourd'hui commissaire à la CENI et qui veut probablement piloter la partie liée à la révision de liste électorale, donc à la gestion des données au niveau de ça. Donc, comment voulez-vous qu'un ancien cadre de Sabari Technologies qui se retrouve commissaire gère le processus électoral avec un Sud-Africain qu'ils ont recruté, avec lequel ils travaillent depuis 2 ans? Comment voulez-vous qu'on ait confiance à ce procédé? Non. Donc il y a la manière par laquelle la société a été recrutée, qui est en violation claire des lois des marchés publics en Guinée. Il y a aussi le contexte. Il n'appartient pas au gouvernement de procéder comme ça à la hussarde de recrutement de quelqu'un. Nous, on n'est pas accroché à sa gemme. Mais peu importe l'opérateur qui doit venir, celui-ci doit apporter sa capacité de récupérer le contenu conforme des données, des bases de données de SAGEM. Ouais. Parce que c'est à partir de cela qu'on fait la révision. Je rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, Luceni Camara, les responsables de Sabari Technologies et de Waymark disaient à qui voulait l'entendre qu'ils avaient réussi à transférer les données de SAGEM vers les kits de Waymark. Quand ils ont amené les kits à l'intérieur du pays pour procéder au recensement et non à la révision, tout le monde s'est rendu compte que c'était faux. Avec l'audit de la francophonie, ils ont prouvé que non seulement les données n'étaient pas transférées, mais qu'ils n'étaient pas transférables en respectant les critères de sécurité tels qu'ils avaient prévu de le faire. Donc il y a une capacité. D'abord, il y avait un mensonge. C'était un véritable mensonge public qui est sorti de cette institution et de Waymark. Ensuite, il y a l'historique. Aujourd'hui, nous savons que Waymark était présent il y a quelques mois en arrière aux Zanzibar pour faire un recensement qui a conduit à des élections dans ce pays. Sur une petite population, près de 25% étaient des faux et des doublons. Ça, c'est dans la presse disponible. Donc, cette entreprise a été aussi déclassifiée au niveau de l'ONU et des Nations Unies comme étant une entreprise pas fiable pour procéder à des recensements biométriques. Pour un pays où il y a autant de suspicions que la Guinée, pour un pays où les crises sociales sont aussi aiguës, pour un pays où la classe politique ne se fait absolument pas confiance, est-ce qu'il est nécessaire d'envoyer un opérateur qui a aussi peu de crédibilité pour procéder à des révisions de liste électorale pour permettre à ce pays de tourner la page des controverses et aller de l'avant? Moi, je dis non. Waymark n'est pas qualifié. Il n'est pas de nature à apaiser le débat politique en Guinée. Il n'est pas de nature à rassurer l'ensemble des acteurs devant prendre part à ce processus. Donc, nous disons de le renvoyer. Nous ne demandons pas de prendre quelqu'un. Je dis simplement que là, nous avons dit l'opérateur qui doit être choisi. La lettre de mission doit être clairement définie. Et sa capacité doit être prouvée. Clairement à assurer la révision de la liste électorale. Et après, il y a un appel d'offres qu'il y a de faire. Et cet appel d'offres, une fois qu'il est adjugé, il faut rappeler que la CENI, c'est un opérateur technique. Il n'appartient pas à la CENI de choisir l'opérateur. Okay. Il appartient au gouvernement, en accord avec les partis politiques qui prennent part à ce processus, de procéder à cette... dans la mesure où il veut aller dans la transparence, dans la mesure où il veut aller dans l'apaisement. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Il ne faut surtout pas demander à la CENI de choisir l'opérateur parce que ce n'est pas son rôle et ce n'est pas dans ses attributions. C'est un exécutant technique qui est là pour aller dans l'application de la loi. Mais ce n'est pas lui qui doit faire la loi. Donc il faut que les uns et les autres soient rassurés par rapport à ça. Si cette question était renvoyée là-bas, si la tactique du gouvernement... parce qu'il est toujours dans une stratégie de tactique comme si on était en terrain ennemi. Si sa tactique consiste à dire qu'on va renvoyer la question à la CENI et la CENI va voter par majorité simple pour décider de l'opérateur Waymark, je dis ce sera vraiment la goutte d'eau qui fera déborder et tout sera recommencé dans ce pays-là. On replongera dans une crise dont personne ne peut dire quelle sera l'issue de cela. Donc il est important que le gouvernement entende sa classe politique, que le gouvernement entende les partis d'opposition et qu'il apaise son discours. Le président de la République, par sa sortie médiatique, montre encore une fois son esprit extrêmement violent et partisan. Sinon, vraiment, au moment où on a mis en place cette institution, il n'y avait pas de nécessité d'aller sur une radio internationale pour dire les problèmes en Guinée sont réglés. Je ne sais pas avec qui il a réglé ce problème, mais en Guinée, nous n'avons pas entendu qu'il y a eu un accord entre le pouvoir et l'opposition pour régler le problème de l'opérateur. À supposer même qu'il ait décidé que ce ne sera pas Waymark, que ça va être recommencé. Il n'a eu cet accord avec personne. Ce serait une décision unilatérale.
Donc dire qu'il n'y a pas de problème, c'est vraiment aller en fuite en avant. C'est une fuite en avant qu'il faut vraiment arrêter, parce que ce pays n'a pas besoin d'une escalade verbale et à chaque fois provoquer des tensions pour rien. On vient de perdre vraiment 18 mois pour rien du tout. Et on est allé, bien sûr, on va entamer bientôt sa 3e année, et ils sont en train de créer toutes les conditions pour que cette 3e année-là aussi ne soit pas une année électorale en Guinée. Quand on sait tout le défi qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a, je ne suis pas sûr, avec la meilleure volonté du monde, qu'aujourd'hui, qu'on puisse aller aux élections avant le mois de mai ou juin de l'année prochaine. À condition qu'on s'y mette maintenant. Si on perd encore les 2 mois à venir et qu'on perd le mois de janvier, les élections ne seront pas envisageables en Guinée avant novembre 2013. Et ce qui serait complètement dommage, parce que son mandat risque de finir sans qu'il n'y ait une autre institutionnelle opérationnelle. Et en cas de crise institutionnelle dans ce pays, il n'y a plus de recours. Et c'est bonjour l'aventure, et c'est bonjour toutes les surprises qui pourraient venir de tous les côtés. Voilà, peut-être le président de la République s'est exprimé pour dire qu'il n'y a aucun problème, peut-être parce qu'il pense qu'il peut avoir des solutions avec vous de l'opposition. L'OIF, les experts de l'OIF et du PNUD ont prouvé des faiblesses de la société Wemark. Peut-être que ces solutions, ces faiblesses peuvent avoir des solutions, Monsieur Diallo. Normalement, tout problème a une solution. Ouais. Le problème avec les audits de la francophonie notamment, c'est que ces audits ont été commandés par le gouvernement. Nous, on ne connaît pas les termes de l'audit. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a demandé. Et si on nous avait dit clairement, on nous avait associés dans l'élaboration de la lettre de mission des auditeurs de la francophonie, on aurait pu clairement y mettre la crédibilité de cette institution. On aurait pu y mettre plein de choses, et je pense que cette question aurait été évacuée. Elle aurait été évacuée. Ouais. Aujourd'hui, au lieu de perdre du temps à discuter d'un opérateur X ou Y qui n'a rien, dont on nous a dit que c'était un don, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, la Guinée ne perd rien, c'est ce que le gouvernement nous a dit. L'Afrique du Sud. Quand on nous a dit que c'était un don, donc on ne perd pas d'argent, quand on sait que Luceni Camara vient de nous faire perdre plus de 40 milliards de francs guinéens, 24 milliards dans le dernier décaissement qu'il a fait pour le lancement de l'opération. Ouais. Donc si on peut renvoyer l'opérateur sud-africain pour apaiser le débat politique, comme c'est gratuit, comme ça ne nous coûte rien, je pense qu'il ne faut pas perdre du temps là-dessus. Maintenant, si de l'argent a été engagé là-dedans, il faut que le gouvernement soit clair. Nous avons dit, et nous maintenons clairement, que c'est l'objet, que la présence du Sud-Africain Wemark en Guinée a fait l'objet d'une transaction financière. Maintenant, comme c'est une transaction qui n'apparaît pas dans le budget de l'État, le gouvernement dit que c'est des dons. Ben, je l'ai dit autrefois, c'est peut-être des ordinateurs qu'on nous a donnés, bon, ben, qu'on les mette de côté. Que l'opérateur sud-africain, qu'on nous dise dans quelles conditions financières il est arrivé en Guinée, et qu'on arrête tout ça et qu'on se mette autour de la table pour discuter en adulte clairement des conditions de la révision de la liste électorale. Qu'on dise ça. Il y a aussi une autre polémique qui a été lancée par Luceni Camara et qui persiste encore aujourd'hui, c'est celui du vote des Guinéens de l'étranger. Ouais, on va en parler. Donc, merci, allez-y. Il y a cette question-là. Donc, ce sont les deux écueils aujourd'hui qui nous opposent au gouvernement. Il faut clairement que ce gouvernement se ressaisisse et que nous appelle pour qu'on se mette autour de la table pour savoir comment on va dépasser ces problèmes-là pour permettre à ce pays de se doter d'une Assemblée nationale représentative et capable de décider en son nom des orientations de ce pays. Ce qui veut dire que même si aujourd'hui les faiblesses de l'opérateur Wemark on trouve solution, l'opposition n'est pas prête à aller avec Wemark aux législatives. Absolument. Absolument. Wemark, pour nous, il n'est pas l'opérateur qui doit être choisi. Il n'a pas été choisi dans des conditions transparentes et nous doutons absolument de son impartialité par rapport au processus de révision et sa compétence aussi, ses capacités à conduire vraiment cette tâche gigantesque. Depuis 2 ans, ils nous mentent. Depuis 2 ans, ils racontent des contre-vérités. Ils nous font croire qu'ils ont fait quelque chose alors qu'ils sont incapables de le faire. Tantôt, on apprend qu'ils font appel à des experts d'autres sociétés pour venir les aider. J'ai bien aimé une remarque d'un leader politique de la place qui disait c'est comme si un professeur faisait appel à un autre collègue à lui pour dispenser des cours et que lui il empoche l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se disent ingénieurs, experts, etc. Ils sont obligés de faire appel à la francophonie, à d'autres personnes pour les aider à faire le travail pour lequel la Guinée les paye. Donc vraiment c'est rigolo, il faut appeler tout de suite quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui est capable de conduire ce processus clairement. Ensuite,
Le troisième problème qui n'est pas explicitement dénoncé, qui n'est pas explicitement dit, mais qui sous-tend la présence de Waymark en Guinée. C'est-à-dire c'est celui du périmètre du travail. Est-ce que c'est une révision qui va être faite, auquel cas on sait que Waymark ne peut pas le faire, ou c'est la reprise totale du recensement? Là, sur cette question, le président de la République il a dit clairement, mais s'ils ont dit que c'est une révision, c'est ce que la loi dit. Maintenant, on amène un opérateur qui n'est pas capable de réviser. Parce que pour réviser, il faut déjà reprendre l'historique. Et comme il n'est pas capable de reprendre l'historique, on ne sait pas comment il va réviser. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire, tout le monde dit c'est révision. Mais quand on a envoyé les kits à l'intérieur du pays, c'était pour faire un recensement. Parce qu'il ne contenait aucune donnée historique. Donc, c'est un problème aussi qu'il va falloir éclaircir clairement. Et donc, tout ça doit faire l'objet d'un cahier de charge, d'une lettre de mission claire qui doit être donnée à l'opérateur qui va être sélectionné pour faire les opérations de révision de liste électorale. Ok, Waymark ne détient aucune donnée, mais je crois que Sagem, qui s'est chargé du fichier électoral, peut-être dispose de ces données. Et est-ce que le retour de Sagem est une solution pour l'opposition? Non, nous, à la limite, on aurait souhaité qu'on maintienne l'opérateur qui était là, sans qu'on le change pendant tout le cycle électoral là. Après, il appartient aisément au gouvernement de changer l'opérateur en accord avec la classe politique pour les futures élections. Maintenant, nous ne faisons pas une condition. On n'impose pas qu'il y ait Sagem. Il faut absolument que l'opérateur qui doit venir en Guinée puisse prendre déjà le travail que Sagem a fait et à partir de là, faire la révision de la liste électorale. Il faut que l'opérateur puisse faire ça. Donc que ce soit Sagem ou un autre, il faut que l'entreprise puisse partir de l'existant pour faire une révision. On ne peut pas venir recréer un fichier, une base de données à partir de zéro, alors qu'on en a déjà une qui a coûté 25 millions de dollars en son temps. La mouvance présidentielle vient coûte que coûte aller avec l'opérateur Waymark. Selon vous, pourquoi vous ne vous êtes pas posé de question pourquoi la mouvance présidentielle veut aller avec Waymark? Parce que simplement, il ne compte que sur Waymark pour gagner des élections. Il n'y a aucune raison autre. La mouvance connaît son poids électoral en Guinée. Oui, la mouvance connaît son poids électoral, mais Ousmane Diallo, vous n'êtes pas sans savoir que Alpha Condé est le président de la République, il a eu plus de voix que tout autre candidat. Absolument. Mais exactement dans le cadre du duel qui a opposé les deux leaders, à la fin du processus électoral, il est arrivé en tête. Mais c'est pas ça qui permet d'évaluer le poids électoral des partis politiques en Guinée. C'est surtout l'évaluation au moment où il y avait plus que d'un candidat. Donc le premier tour a été une clarification nette de savoir lorsqu'il y a des dispersions, lorsqu'il y a plusieurs et des multitudes de candidats à l'intérieur du pays, chaque parti sort de ce processus avec son poids électoral. Donc ça c'est une réalité. Aujourd'hui, on assiste à des intimidations, à un mouvement sans précédent des administrateurs civils, les sous-préfets, les présidents de CRD, les maires sont soutenus, les fonctionnaires sont à contribution pour faire en sorte d'intimider les populations pour que celles-ci votent. Et ça, c'est une vérité vraiment criarde à l'intérieur, notamment des territoires du Fouta, du Fouta Djallon. Donc aujourd'hui, cette présence massive, on réveille les vieux démons, on est en train de former des partis politiques comme c'est les Mandeng Djallon pour réveiller des clivages ethnostratégiques, enfin, qui sont là depuis des millénaires, etc. Tout ça pour casser la dynamique de l'opposition, notamment la dynamique de l'UFDG à l'intérieur de ces bastions-là, pour permettre au pouvoir de gagner. Mais malgré tout ça, il ne compte que sur le soutien d'un opérateur qu'il maîtrise, à qui il assigne le droit et l'obligation de lui donner la victoire à l'Assemblée nationale. Sinon, il n'y a aucune raison. On a vu le Sénégal sortir vraiment des élections présidentielles et des élections législatives. Personne n'a dénoncé le comportement de leur CENI. Pourtant, c'est une CENI qui a été mise en place par Wade, qui était là et qui est parti sans aucun problème et dont le parti a réperdu encore les législatives. Donc Alpha, le gouvernement d'Alpha Condé, le gouvernement du RPG, c'est un gouvernement qui ne compte que sur la triche pour gagner les élections et c'est pour ça qu'il s'accroche à un opérateur à qui il a donné la mission de lui donner la victoire. Vous dites que le professeur Alpha Condé ne compte que sur la triche, mais la mouvance présidentielle estime que l'opposition n'est pas prête aussi pour les législatives. Mais qu'il facilite le dialogue, on verra très bien qui est prêt. Qu'ils facilitent le dialogue, qu'ils appellent les gens pour apaiser le climat et régler les problèmes là. Vous imaginez, on a perdu 18 mois pour arriver, c'est que l'opposition réclamait pour la CENI. On a perdu 18 mois, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire avant. Mais on a attendu que le CENI fasse le sale boulot, etc. Et tout ça, qu'ils mettent en place tout le mécanisme de fraude, etc. Avant qu'on le vire et qu'on le remplace par quelqu'un qui va venir parachever le travail de fraude installé.
Mais nous veillerons à ce que ce mécanisme ne marche pas. Justement, quels sont les moyens dont vous disposez pour contrecarrer toutes ces décisions? Nous n'allons pas faire l'étalage des moyens. Ce sont les mêmes moyens, franchement, qui nous ont permis de faire en sorte que tout ça arrive avec le changement de la CENI. Il faut rappeler qu'il y a un an, tout le monde disait, l'administration du territoire, ministre Alassane Kodé disait, le président de la République, Lucéli Camara, on va aller aux élections à tel mois, qu'on le veuille ou non, le train est parti, etc. Avec des discours extrêmement violents. Ouais. Mais la réalité historique, c'est qu'on est toujours là, et qu'il n'y a pas eu d'élection, et que la CENI il a fallu changer la CENI, etc. Et donc, pour ça, ce n'est pas une question d'égo. Je pense pas, il faut pas rester dans un combat d'égo, dans le choix du président de la République, ou de dire, oui, c'est moi le maître, etc. Non, il y a une crise politique dans le pays, autour d'un opérateur, autour du périmètre des électeurs. Il faut appeler la classe politique en toute responsabilité, poser les problèmes, trouver des solutions, et permettre à ce pays d'aller de l'avant. C'est tout, ça ne sert à rien du tout. Et après, une fois que toutes les conditions là sont réglées, et tout le monde est d'accord là-dessus, les partis qui sont prêts iront aux élections. Ceux qui ne seront pas prêts attendront. C'est comme pendant les présidentielles. Il y a eu des partis qui n'étaient pas prêts. Personne n'a voulu limiter le nombre à 24. C'est parce qu'il n'y avait que 24 partis qui étaient prêts pour aller aux élections. Sur les 250 partis en Guinée, il y en a certainement qui n'iront pas aux élections. Mais pour nous, il faut apaiser et régler les conditions les conditions aujourd'hui qui créent les problèmes, qui empêchent la classe politique de dire la même chose. La CENI, ça c'est réglé. Une fois que le 10e manquant va être réglé, soit par la loi, soit par la prise de conscience des gouvernants, je pense que la CENI, ce sera un autre problème. Aujourd'hui, il faut régler les deux problèmes restants et puis on ira de l'avant. Il n'y a aucun problème là-dessus. À chaque fois, vous effleurez les exigences de l'opposition. Quelles sont réellement les exigences de l'opposition pour, en ce qui concerne ce fichier électoral et l'opérateur D'abord, il faut choisir un opérateur à partir d'un cahier de charge clairement fait, en respectant les procédures d'acquisition des marchés publics. Il faut respecter ça. La deuxième chose, il faut clarifier le travail dans le cahier de charge en disant que c'est une révision qui va être faite. À partir de la liste existante, je pense qu'on doit avoir 3 800 000 électeurs aujourd'hui bien recensés biométriquement. Donc, à partir de ça, on va faire le delta qui manque pour avoir une liste électorale à améliorer. Elle ne sera pas parfaite, la liste, cette année encore. Parce que tous les pays du monde, on voit très bien aux États-Unis, on a vu chaque année, pourtant ces pays ont des centaines d'années d'histoire démocratique et de recensement, et de statistiques et tout ça. Donc on ne va pas parfaire la liste cette année, mais elle sera meilleure que la précédente liste. Donc il faut partir de l'existant pour l'améliorer, en espérant que chaque année, d'année en année, on va essayer de l'améliorer pour l'approcher pour aller vers la perfection. Donc il y a ça. Ensuite, le périmètre des électeurs, la loi dit clairement que les Guinéens de l'étranger, les Guinéens où qu'ils soient, votent pour les listes nationales. Donc il faut dire ça clairement et sensibiliser les populations par rapport à ça. Un électeur guinéen qui se trouve à Paris ou à New York ne va pas voter, même s'il est originaire de Télémélé ou de Gawal ou de Boké, ne va pas voter pour le député uninominal de Boké, Télémélé ou Gawal. Cependant, il va voter sur la liste nationale. Ouais. Il faut dire ça clairement, que cela ne soit pas l'objet d'une polémique. Ensuite, c'est la révision. La révision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de prendre ce qui n'a pas bien marché dans l'ancienne liste, l'enlever, l'épurer, les morts, les déplacer, ceux qui ont changé d'affectation, ne serait-ce que les fonctionnaires. Depuis que le RPG est au pouvoir, on a eu un tel balai d'affectation de fonctionnaires qui ont bougé, donc il faut les rétablir maintenant. Les fonctionnaires qui étaient à Kouroussa se retrouvent tout à coup à Conakry. Il faut absolument les enlever de liste électorale de Kouroussa pour les amener sur la liste électorale de Conakry. Ensuite, il y a des décédés dans la mesure où on peut les noter et les savoir, parce qu'il y a des gens qui peuvent mourir, mais sans qu'on ne sache, parce qu'il n'y a pas un fichier peut-être national qui tient ces statistiques-là. Et puis, il y a les jeunes majeurs qui sont arrivés. Et puis, il y a ceux qui étaient mal enrôlés la dernière fois, qui n'avaient pas pu faire la biométrie, etc., et qu'on a dû ajouter sur les listes alphanumériques fameuses. Il faut les rétablir dans la biométrie. Ensuite, il y a un certain nombre de règles comme ça que l'on doit clairement indiquer à l'opérateur qu'il doit faire pour aboutir à la révision de liste électorale. Et puis, d'année en année, on doit faire en sorte que ces listes s'améliorent dans la sécurisation et dans la répartition géographique indiquée. Ensuite, il faut procéder, bien entendu, à toutes les autres opérations, de redécoupage, des bureaux de vote, etc., de la mise en place des démembrements, des formations de ces responsables, etc. Donc le travail est gigantesque. Il ne faut pas qu'on perde du temps à discuter de l'opérateur déjà, de l'opportunité de Waymark ou pas. Waymark, ce n'est pas, on s'en fiche à la limite que ce soit lui, qu'il parte
on n'est pas d'accord pour lui, qu'il parte et qu'ensemble qu'on choisisse un nouveau en respectant la loi, simplement. Et puis après, on peut aller aux élections. On peut aller après aux élections. 10 heures passées de quelques 3 minutes dans ce studio. Je rappelle aux millions d'auditeurs qui sont à l'écoute de l'émission Matinée Plurielle et c'est sur la 100.7 en modulation de fréquence. L'invité du jour, Monsieur Ousmane Diallo, membre du bureau exécutif de l'UFDG. Monsieur Diallo, on va marquer une pause d'une minute à l'autre pour permettre aux millions d'auditeurs de nous appeler tout à l'heure au 67 67 10 17, au 64 20 73 32. Il y a beaucoup de choses à dire. Il reste à parler de la situation de la politique interne de la Guinée, beaucoup de choses à dire sur l'insécurité, beaucoup de choses à dire sur l'économie, mais à présent, on va marquer une pause. En attendant, les auditeurs peuvent se préparer et nous appeler au 67 67 10 17, au 64 20 73 32. Encore une fois, le rappel des deux numéros, 67 67 10 17, 64 20 73 32. L'invité du jour, c'est Monsieur Diallo Ousmane, qui est membre du bureau exécutif de l'UFDG. On parle du fichier électoral, on parle de la nouvelle CENI, on parle de tout ce qui intéresse la vie sociopolitique de notre pays. Mais à présent, on marque la pause. Après la pause, appelez-nous au 67 67 17, au 64 20 73 32 même à Compo.
tenkene ya balela fodo monde ala nole mogolote amba jogola malolo barate ala no iyompa ala nole mogolote ala no iyompa ala nole mogolote ala no iyompa ala nole mogolote. Jogola malolo barate ala no iyompa ala no le monote ala no iyompa ala no le monote ala no iyompa ala no le monote. Ala no le mogolote tenkene ya bali maduyala bano ala no le mogolote tenkene ya bali maduyala bano tenkene ya bali la kanimonde tenkene ya bali la fodomonde tenkene ya bali la kanimonde tenkene ya bali la fodomonde ala no le mogolote amba jogola malolo barate ala no iyompa ala no le monote ala no iyompa ala no le monote ala no iyompa ala no le monote. De retour dans ce studio, nous disons merci à Mbemba Kompo et à Sibalde du côté de la technique. Nous sommes dans l'émission matinée plurielle et dans la deuxième tranche surtout de l'émission, la tranche réservée aux auditeurs. Alors appelez-nous dès maintenant au 67 67 10 17, au 64 20 73 32. Les dissensions persistent de plus belle entre la mouvance présidentielle et l'opposition autour de l'opérateur devant réviser le fichier électoral guinéen. Vous le savez, le président de la République à l'occasion d'une sortie médiatique a tout
récemment sur les antennes d'une radio étrangère a estimé qu'il n'y a aucun problème autour de la question de Waymark. De son côté, l'opposition guinéenne a multiplié les rencontres pour fustiger l'opérateur dont les limites ont été prouvées par l'OIF et le PNUD. Après la mise en place de la CENI, les Guinéens ne voyaient que les élections législatives en face, mais malheureusement, la question du choix de l'opérateur risque encore de retarder ces échéances, comme vous l'avez constaté. L'invité du jour, Monsieur Ousmane Diallo, membre du bureau exécutif de l'UFDG. Appelez-nous au 67 67 10 17 au 64 20 73 32. Deux numéros à votre disposition. On vous les rappelle incessamment parce qu'on dit que la répétition a valeur de pédagogie. 67 67 10 17 64 20 73 32. Monsieur Ousmane Diallo, on parlait de l'opérateur devant réviser le fichier électoral. On a dit que la mouvance présidentielle tient beaucoup à cet opérateur qui est Marc, au cas où la mouvance ne tenait qu'à cet opérateur, quelle serait la décision finale de l'opposition? C'est de combattre. C'est de combattre. Nous utiliserons tous les moyens légaux pour nous faire entendre, pour faire en sorte que cela ne soit pas. Yeah. C'est clair que c'est un écueil important. Il ne faut pas qu'on le néglige. Si il voulait faire un coup de force pour passer avec l'opérateur Waymark, alors il ne devrait pas y avoir d'élection en République de Guinée. Pas du tout. En tout cas, il ne devrait pas y avoir d'élection apaisée en Guinée. Ça, c'était clair pour nous. Il n'est pas possible du tout d'aller avec Waymark. Pas du tout. Yeah. Avec Sabah Technologies. Sabah Technologies, c'était le soutien logistique du RPG pendant les élections présidentielles. Donc, il ne peut pas conduire de façon impartiale le processus de révision. Ça, c'est clair. Nous n'accepterons pas du tout cette décision. Oui, on va parler à présent de la question du vote des Guinéens de l'étranger. Vous l'avez effleuré tout à l'heure. Où en sommes-nous? Est-ce que les Guinéens de l'étranger vont voter? En tout cas, c'est votre décision. Est-ce que vous pensez que la mouvance présidentielle, que l'administration est prête à accepter le vote des Guinéens de l'étranger? D'ailleurs, il n'y a pas à accepter. Que ce soit sur Waymark, que ce soit sur le vote des Guinéens, ils doivent appliquer la loi. On a dit Waymark n'a pas été recruté dans des conditions qui respectent les lois sur les marchés publics en Guinée. Il faut le récuser. Ensuite, il s'avère que c'est quelqu'un qui est incompétent. Mais ça vient juste aggraver son cas, cette incompétence-là. Yeah. La partialité du choix, le fait que les relations entre le pouvoir soient opaques, tout ça vient aggraver le fait qu'il n'a pas été choisi dans les conditions normales. Ensuite, les Guinéens de l'étranger, c'est la loi qui le règle. La loi dit que les Guinéens, où qu'ils soient, votent sur les listes nationales. Ce n'est pas nous qui le disons. Donc, il n'appartient à personne, ni à la mouvance, ni à la CENI, ni à personne de dire que les Guinéens de l'étranger ne votent pas. Donc, ils vont voter. Ça, c'est la loi. Maintenant, si ce gouvernement persiste dans les violations de la loi, alors c'est sa propre légitimité qui va être mise en cause. Sa propre légalité qui va être mise en cause. Parce que le président de la République est le garant des institutions de ce pays. Il est le garant donc de la constitution de ce pays. Si lui-même il continue à violer cette constitution et à abuser des institutions de ce pays, alors c'est sa propre légitimité qui va être remise en cause. Ça, c'est clair et net. Il est là pour garantir notre constitution, que la loi s'applique. Il n'est pas là pour faire à sa guise. Il n'est pas là pour faire ce qui lui plaît. Il n'est pas là pour dire c'est par là qu'on va ou pas. Si la loi a réglé un problème, alors ce sera la loi qui sera appliquée. Yeah. Que c'est valable pour le président de la République, c'est valable pour n'importe quel d'entre nous, n'importe quel citoyen de ce pays. Même si le consensus aujourd'hui, il faut aller à l'amiable, faire ceci, faire cela, au détriment de la Constitution, même si ça prévaut aujourd'hui encore dans notre pays. Il faut, dans la mesure du possible, éviter les consensus. Quand la loi est claire et limpide, ouais, on évite les consensus. C'est lorsque la loi fait défaut qu'on va rechercher des compromis. Lorsque la loi n'est pas claire, lorsque la loi manque, lorsqu'elle n'est pas complète dans une situation, on va rechercher les compromis et donc le consensus, ou même en tout cas des compromis. Mais lorsque la loi est claire, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Lorsque la loi est limpide, il faut l'appliquer. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Yeah. On s'en sortira jamais. Le 67 67 10 17, le 64 20 73 32, appelez-nous, exprimez-vous. Vous êtes dans votre émission matinée plurielle. L'invité du jour, Monsieur Ousmane Diallo, membre du bureau exécutif de l'UFDG. On parle de l'actualité sociopolitique de notre pays. Monsieur Diallo, à présent, on va repartir sur la politique générale. Selon vous, comment va aujourd'hui la Guinée? Comment se porte la Guinée? Mais avant de répondre, on a un auditeur en ligne, me dit Assi Baldé. Bonjour, monsieur, madame.
Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Et vous? Ça va très bien. C'est monsieur? Bari Amadouri de Tombolien. Monsieur comment? Bari Amadouri de Tombolien. Ok, monsieur Bari, bienvenue. Merci pour ce que vous êtes en train de faire et merci pour votre invitation. Mhm. Nous vous encourageons et nous vous remercions. D'accord. Monsieur Bari Ousmane, je lui pose la question, c'est un grand cadre que j'ai. Diallo Ousmane. Diallo Ousmane. Mhm. Si M. Fakonde en personne contacte le fichier électoral qu'il a mis au pouvoir, qu'il contacte même les Guinéens, il contacte les Guinéens aujourd'hui, parce que les élections présidentielles passées, les Guinéens d'étrangers et les Guinéens de pays sont tous votés à Fakonde a été au pouvoir. Si lui en personne, il a contesté ces mêmes Guinéens-là, est-ce que c'est pas parce qu'il ne croit pas à sa légitimité de lui-même, parce qu'il ne croit pas à sa popularité? Mhm. Est-ce que vous êtes au courant, il y a un recensement clandestin qui existe entre Rio Tinto et le gouvernement guinéen à Haute-Guinée? J'ai toutes les preuves palpables. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite de vérifier le cas. Je vous informe, le gouvernement actuel, leur ambition n'est pas pour les élections législatives. Ils ont déjà affirmé, accepté de les perdre et ils aussi ils vont les perdre. C'est comment préparer les élections présidentielles futures de Forodé. Je vous remercie. Je n'ai pas tellement attendre. D'accord. On vous a compris, monsieur Bari. Merci d'être passé, monsieur Ousmane Diallo. Vous avez entendu monsieur Bari qui parle de légitimité, qui s'interroge sur la légitimité du président de la République et qui parle aussi de recensement du côté de la Haute-Guinée. Oui, non, mais ce que je disais tantôt, c'est que si le président de la République et le gouvernement violent les lois, violent la constitution de ce pays, alors c'est leur propre légitimité à la tête de cette nation qui doit être mise en cause. C'est clair et net. Ils sont là pour garantir les libertés, pour garantir notre constitution, pour garantir que nous puissions coexister pacifiquement dans notre propre pays et que chacun soit rétabli dans ses droits. Ça, c'est l'obligation ultime qu'on confie au gouvernement, au président de la République. Si lui-même, alors, il fait fi de ça, il fait fi des lois, il fait fi de notre constitution et va jusqu'à mettre en cause les droits d'une partie de notre communauté nationale, alors il est naturel qu'on se pose cette question de sa légitimité. Permettez-moi de vous interrompre à nouveau pour prendre cet autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ouais, vous allez bien? Ça va, c'est monsieur? C'est monsieur Ibrahim Diallo, je vous appelle de Koya. Monsieur Diallo, bienvenue. Voilà. J'espère que l'écoute est favorable du côté de Koya. Oui. Merci. Voilà, moi c'est par rapport à cette question de remarque. Bon, moi je dis que c'est un opérateur qu'on a déjà monté des données, ils ont bipé la chose. Il suffit seulement que l'opposition accepte cet opérateur pour que vraiment il puisse frauder les élections. Pour cela, il faut que l'opposition refuse catégoriquement remarque. Ouais. Et je suis sûr qu'à refuser remarque, Alpha Condé ne va pas accepter qu'on aille aux élections. Parce qu'il ne compte que sur Wemark. Il comptait sur l'UNCENI pour frauder les élections. Comme l'UNCENI a quitté, il ne compte que sur Wemark. Ouais. Et si on n'aille pas aux élections jusqu'en 2015, que l'opposition s'oppose à sa candidature. Que Dieu nous en garde d'aller jusqu'en 2015 pour parler de législative. En 2015, on ne va pas parler de législative. Voilà, écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi, s'il refuse d'aller aux élections jusqu'en 2015, que l'opposition refuse sa candidature. Mais vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Diallo? Oui. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a dit qu'on ira aux élections aussi en début d'année 2013. Mais croyez-moi, quand Alpha Condé dit, il fait le contraire. Il le dit juste pour appuyer les gens et faire comprendre à la communauté internationale qu'il veut organiser les élections. Mais il n'a pas l'intention. D'accord. Il veut Marc pour tricher les élections. D'accord, monsieur Diallo. Organiser les élections jusqu'en 2015, qu'on refuse sa candidature. D'accord, monsieur Diallo. Voilà, merci d'avoir fait un tour. Ils sont nombreux à vouloir intervenir. Merci à monsieur Diallo depuis Koya. On salue tous les habitants de Koya à travers cet appel. Le 67 67 10 17, le 680 73 32, Assi Baldé du côté de la technique. Monsieur Diallo, avant de prendre notre auditeur en ligne, vous avez suivi monsieur Diallo aussi qui parlait de l'opérateur Wemark, qui disait que Alpha ne comptait que sur l'opérateur Wemark pour frauder les élections. Avant de revenir sur ce qu'a dit monsieur Bari, l'information selon laquelle un recensement était en cours du côté de la Haute-Guinée, on ne sait pas d'où il a tiré l'information. Mais tout est possible en Guinée. C'est-à-dire que il se peut que ce soit la vérité. Malheureusement,
Ce gouvernement ne se distingue pas par la transparence de ses actions, par la transparence de ce qu'elle fait. Il y a beaucoup d'opacité dans les actions et les agissements de ce gouvernement. Maintenant, c'est clair que nous n'accepterons jamais que Waymark conduise les processus de révision de liste électorale en Guinée. Ce ne sera pas Waymark. C'est pour nous un point non négociable. Et ça a été dit, répété, et c'est clair pour nous. Ce n'est pas possible. Et là-dessus, toute l'opposition agit dans le même sens. Toute l'opposition est d'accord. Ce sera vraiment la pomme de discorde claire si le gouvernement tentait de passer un coup de force en imposant Waymark. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est clair que tout le monde observe ce monsieur Diallo, le précédent monsieur Barry, ils observent clairement que lorsque le président de la République exclut le parti, ne respecte pas les lois, etc., il remet en cause sa propre légitimité. Mais ça, c'est naturel. Vous savez, un pays, monsieur Alpha Condé est aujourd'hui président de la République, comment? Il est président de la République parce que les Guinéens l'ont toléré, l'ont accepté. Sinon, il est d'abord français. Il est d'abord français. Les Guinéens l'ont toléré parce qu'il ne faut pas oublier, il a eu 2 condamnations en Guinée au temps de 2 précédents régimes de Lansana Conté et de Sékou Touré. Une à mort et puis une pour acte de rébellion. Donc il a été condamné dans ce pays. Les Guinéens ont oublié tout ça. N'ont pas fait rigueur de tout ça, ont accepté qu'il soit candidat et qu'il vienne. Donc lui est vraiment mal placé pour renier à d'autres Guinéens leur droit légitime de vote par rapport aux listes électorales que la loi les consacre, que la loi garantit pour eux. Donc là-dessus, je pense que c'est des situations ubiesques qu'on n'acceptera absolument pas. Pas de tergiversation. Le 67 67 10 17, le 64 20 73 32, 64 20 73 32, 67 67 10 17. Appelez-nous, exprimez-vous. Vous êtes dans l'émission matinée plurielle. L'invité du jour, Monsieur Ousmane Diallo, membre du bureau exécutif de l'UFDG. Monsieur Diallo, on était sur la question de savoir comment vous trouvez la Guinée aujourd'hui, comment fonctionne notre cher pays. Donc je dis, la Guinée continue de fonctionner dans des directions qu'on ne comprend pas. Il y a l'opacité dans les affaires de l'État qui continue. Opacité dans les affaires de l'État, un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu merci. C'est monsieur? Dieu merci. Monsieur Djoumessi? Non. C'est monsieur? Monsieur? Allô? Oui, vous êtes en direct. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je suis à Matin, mon nom c'est Monsieur Ba. Monsieur Ba? Oui, Allez-y, monsieur Ba, vous êtes en direct. c'est bien. Oui, ça va. Bon, moi, ce que je voudrais vous apporter un peu pour l'opposition guinéenne, pour qu'ils chassent, franchement, que nous sommes en train de nous perdre le temps. D'accord. Vous savez, avant le deuxième tour, nous, on était là en train de crier le nom de l'Incéni, pour que l'Incéni quitte la présidence. Oui. Alors que les gens étaient en train de faire leur... Quand vous dites nous, monsieur Ba, Oui. quand vous dites nous, vous faites allusion à qui? Non, nous, qui cherchons, qui étions à ce moment-là en concurrence avec l'autre parti, quoi. D'accord, d'accord. Bon, enfin, les gens étaient en train de faire leur campagne, nous étions en train de parler de CNI, de l'ENI, tout le monde était à Conakry, alors que les autres étaient en train de faire leur campagne. En ce moment-là encore, là, nous sommes en train de parler de l'UMAG. Regardez à la télé. Les premiers ministres, tous les ministres, tous les membres d'Arc-en-Ciel sont en train de faire leur campagne à l'intérieur du pays. Nous sommes là en train de parler de l'UMAG et puis de, je ne sais pas comment appeler ça, de la CENI, du fichier électoral des étrangers, de l'extérieur, de l'intérieur. Alors que c'est à ce moment-là, avant de... Vous savez que les gens là prennent du temps. Vous savez que la politique, c'est l'art de tromper. Et si nous acceptons que les gens font leur campagne, nous sommes là assis en train de parler du fichier électoral, ils vont accepter ça aussi, comme ils ont fait dans la CENI. Mais en ce moment, ils cherchent le temps. Et nous sommes là toujours en train de parler de choses. D'accord, monsieur Ba, monsieur Ba, oui. Alors vous êtes de l'opposition, selon vous, qu'est-ce que vous devez faire maintenant là? Maintenant, si ça aurait été moi. Non, vous êtes de l'opposition, vous l'avez dit. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez faire de l'opposition? Si ça aurait été moi, si j'étais membre, si j'étais membre d'un bureau politique ou bien un leader politique, je vais directement aller dessus. Je sais que pour le moment là, à l'heure là, en Guinée, toute la population cherche comment vivre. Dans ce moment-là, il faut profiter. Il ne faut pas attendre que les gens soient convaincus à l'intérieur. Vous dites maintenant, il faut aller aux élections. Vous perdez votre temps.
Ça, c'est pas bon. Moi, je conseille aux membres de soi-disant opposition là, qu'ils cessent de... Mais je ne comprends pas, M. Ba, qui se dit opposition. Voilà. D'accord. M. Ba, on vous a largement compris, on vous a aperçu. Merci d'avoir fait un tour, M. Ousmane Diallo. Non, je pense qu'il faut que d'abord dire deux choses. La politique, ce n'est pas l'art de tromper, c'est l'art d'administrer en toute quiétude la cité, ce qui nous est commun. Il ne faut pas prendre vos idées comme des vérités. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on ne montre pas l'action et les actions de l'opposition à l'intérieur du pays à la télévision nationale qu'on n'est pas présent en Guinée. On est présent et nous faisons campagne, nous nous organisons, nous nous réorganisons, nous corrigeons des choses, etc. à travers l'ensemble du pays. Maintenant, c'est sciemment fait si la télévision du RPG ne montre que l'action du RPG. Pas la télévision du RPG, mais la télévision de la Guinée, monsieur La Diallo. télévision de la Guinée, la RPG, la radio-télévision guinéenne. Elle n'existe pas encore. Pour l'instant, c'est une radio qui est au chevet d'un mourant, qui est le RPG. C'est tout. C'est une politique à un sens. Il ne montre que les actions du parti au pouvoir et de ses acolytes. Quand on a vu Papa Koli Kourouma qui a réuni à peine 40 personnes ou Salubela et que ça passe à la télévision nationale, alors que l'UFDG réunit par semaine près de 10 000 personnes toutes les semaines depuis combien d'années et ce n'est jamais passé à la télé. Ça montre toute la partialité de cela. Nous sommes présents sur le terrain, il faut comprendre cela. Nous sommes en Guinée, mais malheureusement, nos actions ne sont pas retracées par la télévision aux couleurs arc-en-ciel. Donc voilà, clairement, nous sommes présents en Guinée. Et maintenant, on ne peut pas accepter d'aller aux élections avec ce fichier parce qu'il est biaisé. C'est comme si l'arbitre vous mettait 2-0 avant le début du match et vous dites quand même on va jouer. Ben oui, peut-être qu'on va gagner le match. Non, non. Il faut que les compteurs soient à 0 et que tout le monde soit d'accord sur le choix de l'arbitre et qu'on puisse aller. Pour l'instant, on a un arbitre, même s'il est un peu boiteux. Maintenant, il faut que le terrain soit net, il faut que le terrain soit clair pour qu'on puisse tous s'engager dans la compétition en toute sportivité. Voilà, avant de reprendre notre auditeur, bien qu'il soit très très nombreux à vouloir intervenir dans cette émission, vous parliez d'opacité dans les affaires de l'État tout à l'heure. Vous savez, on a eu combien d'affaires? L'affaire de 13 milliards là, personne ne sait l'issue. L'affaire de 25 millions de Paladino, personne n'avait eu vent de cela. L'affaire du prêt chinois via l'Angola, personne n'avait entendu parler. La gestion de 700 millions de dollars de Rio Tinto, qui en connaît? Pas dans le budget national. Donc il y a tellement d'affaires qui entourent l'action du gouvernement, qui concernent la gestion, qui concernent... Les décisions sont prises comme ça, on ne sait pas comment. On ne donne aucune explication. Malheureusement, le CNT, c'est une caisse de résonance, une caisse qui est là, juste pour enregistrer le bon vouloir du gouvernement. Ils ne se posent aucune question, ils ne savent pas ce qui se passe en Guinée. Donc ces opacités-là contribuent à alimenter toute forme de rumeur à travers le pays. Et malheureusement, c'est ce qui fait l'actualité. Les auditeurs sont rois dans cette deuxième tranche. On va revenir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? C'est monsieur... Barry Amakobi de Tomboli. C'est monsieur Barry qui revient? Oui. Oui, allez-y, monsieur Barry. Allô, Ousmane. Je pose la question en tant que cadre guinéen. Est-ce que ce n'est pas une honte nationale pour tous les cadres guinéens? Parce que pour tous les cadres africains qui cherchent le pouvoir en Afrique. Parce que si les militaires sont cédés au pouvoir, c'est pour que les civils s'entendent. Mais si les civils ne s'arrivent pas à s'entendre, est-ce que ce n'est pas une humiliation nationale qui ne sert pas compte en train de faire le peuple de Guinée? Parce que nous avons tous dit que les militaires ne sont pas capables de gouverner. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une honte pour un cadre d'arrêter devant un officier militaire de dire que les militaires ne sont pas capables. Un simple l'adjudant-chef et caporal-chef est mieux capable de gouverner aujourd'hui la Guinée par rapport à ce que nous traversons. Parce que autant de capitaines Dadis, si on vous demande un bilan à juger d'abord, les deux ans de capitaine Moussa Dadis Camara et les 2 ans de M. Alpha Condé, quel sera le bilan? Parce que, dernièrement, le 28 septembre, on connaît comment le filon était parti. Par qui? Je vous remercie. D'accord. Merci, M. Barry, d'être venu. Donc, disons, d'abord, nous, on ne dit pas que les militaires ne savent pas gérer. Les militaires, c'est des gestionnaires. Ils gèrent des institutions militaires. Il y a des militaires qui sont des très bons gérants. Vous savez, le général de Gaulle, c'est lui qui a redressé la France. Tout près de nous. Rawlings, c'est lui qui a mis le Ghana sur les rails de l'émergence de son pays aujourd'hui. Il y a des militaires qui se distinguent très bien en bonne gestion. C'est que nous, on n'a pas eu la chance d'en avoir. Mais il y a de très bons gérants. L'institution militaire forme aussi des cadres, des universitaires. Moi, j'en connais. J'ai même un ancien enseignant à moi, un ancien prof de physique qui est aujourd'hui commandant de l'armée, qui était universitaire à fait de la 19e promotion. J'espère qu'il se retrouvera. Donc, il y a des universitaires accomplis qui servent sous les couleurs de l'armée.
ou de la gendarmerie. Donc on ne peut pas dire que l'armée ne sait pas gérer. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des patriotes qui s'intéressent au développement de notre pays. Le président de la République, mais par contre, par son comportement aujourd'hui, met à mal vraiment l'idée qu'on se faisait d'un professeur d'université qui a vécu pendant 60 ans quasiment en France, dans un pays de droit. Tellement il est peu respectueux des droits humains et des constitutions, comme ça se passe dans les pays où il a vécu pendant longtemps. Ça, c'est un problème. Ensuite, il est arrivé quand même certains opposants dits historiques, comme Issoufou au Niger, qui est un opposant historique, et puis après près de 20 ans d'opposition de Ouattara qui arrive. Mais on observe sur la scène africaine la manière de gérer ces trois personnalités. Issoufou universitaire, opposant historique, Alpha Condé universitaire, opposant historique. On voit comment les deux là gèrent. J'ai écouté par rapport à Ouattara aussi, quand la Côte d'Ivoire a atteint quelques mois avant nous le point d'achèvement du PPT, j'ai entendu le ministre ivoirien de l'économie féliciter et remercier l'ensemble des anciens ministres qui avaient œuvré dans le même sens. Parce qu'avant de parler de point d'achèvement, il y a eu un point de démarrage. Donc il a remercié les gens. Quand avons-nous entendu en Guinée? Ils ont tiré la couverture sur eux-mêmes, comme si c'est le RPG qui avait fait tout le processus. Or, le processus a été enclenché il y a très longtemps et des actions n'ont pas pu être prises pour arriver au point d'achèvement, mais le démarrage était là. Bon, c'est toute la forme de gouvernance de ce régime qui est aujourd'hui source de problèmes. Est-ce que c'est de nature à rassurer? Je suis sûr que demain, si quelqu'un venait en Guinée en disant « je suis professeur, j'ai vécu 60 ans en France », il va avoir du mal à convaincre les Guinéens qu'il est capable de gérer en respectant les droits de l'homme, parce que celui que nous avons aujourd'hui n'agit pas dans ce sens. Donc c'est quelque chose qui décrédibilise. Si en Guinée on a tout le temps l'idée de dire que les militaires ne savent pas gérer, c'est parce que les deux militaires que nous avons eu au pouvoir ne sont pas distingués dans leur capacité de gestion. Mais cela ne remet pas en cause l'ensemble de tous les militaires guinéens. Il y a des universitaires. Donc c'est le même problème que les civils ont aujourd'hui. Celui qu'on a à la tête, que beaucoup espéraient que c'était un universitaire, qu'il serait respectueux des droits de l'homme, du dialogue avec ses pairs, etc. Compte tenu de tout ce qu'il a vécu en tant qu'opposant, il s'avère être quelqu'un de rancunier, quelqu'un de haineux, toujours en train de réveiller la plaie d'hier, la plaie d'avant-hier, etc. dans notre société pour créer des clivages là où ils n'ont pas le lieu d'être. Le 67-67 à 10-17, le 60-80-73-32 encore une fois, 67-67 à 10-17, 60-80-73-32. Ils sont nombreux à vouloir intervenir dans l'émission Matinée Plurielle. Un auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va? Bien. Monsieur? Monsieur Ousmane Diané. Monsieur Diané. Oui. Bienvenue. Merci. Je tiens à rappeler quelque chose d'abord. Je demanderai à tous les Guinéens de regarder la télévision nationale. D'accord. Vous savez, le problème de Wemark, les gens ne comprennent pas. Wemark n'a jamais été choisi pour faire le recensement ou la révision des listes électorales en Guinée. D'accord. Plutôt, Wemark donne des kits avec lesquels on fait la révision des listes électorales. Autrement dit, c'est l'instrument de travail que Wemark donne. La société qui est retenue a été retenue par appel d'offres. Il s'agit de Sabari et Technologie. Mais partout, les gens disent Wemark ne fait pas Wemark. Moi, je pense qu'il y a une haine qui habite les gens avant de parler ou alors avant de prendre n'importe quelle décision. C'est tout, monsieur Diané? C'est monsieur Diané, s'il vous plaît. Oui, je comprends. Avec la haine, écoutez, avec la haine, rien n'est possible. D'accord. Plus loin, je dirais quelque chose aux gens, à certains. Ce qu'on nous dit généralement en Afrique, quiconque insulte un chef ne produira pas de chef dans sa progéniture. Deuxièmement, je vais dire aux gens, il y en a qui veulent se servir du mensonge pour triompher. Avec le mensonge, on ne va jamais triompher. Quoi qu'on fasse, à la dernière minute, il y a toujours quelque chose, il y a toujours le pouvoir de Dieu qui viendra t'empêcher de triompher. D'accord. Alors c'est ce message que j'ai à véhiculer et je demande aux uns et aux autres de se défaire de la haine et du mensonge. Le mensonge n'a jamais construit et ne construira jamais. D'accord, monsieur Diané, on vous a largement compris. On va prendre cet autre auditeur en ligne avant même de redonner la parole à Ousmane Diallo. Merci, monsieur Diané. Merci beaucoup. On va prendre Assi Baldé, cet auditeur en ligne. Là, bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Ça va, Dieu merci, et vous? Oui, ça va bien, oui. C'est monsieur? C'est monsieur Damani Keita. Monsieur Keita Damani. Oui. Allez-y. Voilà, donc moi, c'est un conseil que je voulais donner, disons, par rapport à vos invités.
concrètement, c'est par rapport à l'attitude de l'opposition guinéenne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une opposition constructive. Et cette opposition passe tout son temps à jeter l'opprobre sur le président et sur les actions quand même du pouvoir. Et je pense que vraiment il serait mieux, c'est-à-dire pour une meilleure opposition, il faut donner quand même des solutions de douane. Ou bien vraiment lorsqu'il y a des manquements, il faut donner quand même faire des propositions qui puissent vraiment éclairer la lanterne de la population en général. D'accord. Bon, mais nous savons vraiment que actuellement ce qui se passe dans le pays, c'est une façon d'inciter la population à la haine, c'est-à-dire à des guerres fratricides. Que Dieu nous en garde. Pas du tout, que nous ne souhaitons pas. Et donc vraiment, je crois que notre opposition doit faire montre quand même d'efficacité et d'intellectuel pour pouvoir vraiment apaiser les masses populaires et vraiment les amener à une meilleure prise de conscience et vraiment apprécier ce qui est bien posé comme bon acte par le pouvoir et vraiment dénigrer de façon constructive ce qui n'est pas bien fait. D'accord, c'est tout, M. Keita. Oui, c'est M. Keita. Après, c'est ce que je voulais donner comme précision. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, on vous a largement compris, on vous a bien entendu, on vous a très bien écouté. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Assi Baldé, on va laisser M. Diallo répondre à M. Diané et à M. Keita. Vous les avez suivis, M. Diallo? D'abord, M. Diané, nous ne sommes pas... On n'a pas... Si Waymark, pour lui, c'est juste pour donner des kits. Je pense qu'ils n'ont qu'à prendre les kits de Zagem qui sont là, qui sont achetés. Et ils n'ont pas besoin de la société Waymark en Guinée. Si son travail, c'est pour donner des kits. Moi, j'achète un ordinateur Samsung ou un ordinateur, je n'ai pas besoin que Samsung vienne en Guinée pour m'aider à l'utiliser si je suis informaticien. Si vraiment Sabari Technologies, c'est-à-dire qu'il est constitué de cadres et d'ingénieurs informatiques, ben, les kits peuvent être fournis par n'importe qui, il fait son travail. Qu'est-ce qui explique la présence de Waymark en Guinée? Non, je pense qu'il faut vous informer pour savoir. Ensuite, quand il parle de l'appel d'offres qui a adjugé le marché à Sabari Technologies, il n'a qu'à le publier. Il faut le publier. À un moment, on a publié très rapidement. C'est un appel d'offres qui a été fait a posteriori. C'est après qu'on ait dénoncé l'absence d'appel d'offres que l'OCD Camara a signé un appel d'offres. Ils n'ont qu'à les publier. Je les mets au demeure, comme ils ne sont plus aux affaires, que les représentants de la CENI publient l'appel d'offres qui a permis à Sabari Technologies le publie. Nous, on publiera les lettres d'échange entre Sabari Technologies et la CENI qui faisait déjà le travail avant la date qui est parue sur l'appel d'offres, qui le publie. Donc il faut arrêter d'amuser les Guinéens. Un appel d'offres, ils n'ont qu'à nous dire dans quel journal c'est paru en Guinée. Un appel d'offres est public, c'est lancé dans des journaux et dans des médias. Pour que tous ceux qui sont intéressés, lisez les journaux guinéens, ça pullule d'appels d'offres. Sortez-moi une copie de l'appel d'offres qui a permis à Sabari Technologies d'être adjugé comme un potentiel. Non, je pense qu'il faut arrêter ça. Ensuite, le dernier monsieur qui parlait, monsieur Keita, qui parlait d'apprécier les actes du gouvernement. Monsieur Ousmane, permettez-nous de prendre cet auditeur avant de repartir sur ce qu'a dit monsieur Keita. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va, et vous? C'est Ba Ibrahim, je vous appelle d'Anta. Monsieur Ba? Oui. S'il vous plaît, veuillez éteindre votre radio, vous allez nous entendre à travers votre téléphone. C'est bon? S'il vous plaît, éteignez votre radio, sinon vous diminuez le volume. Je l'éteignais. Parce que là, il y a l'écho, quoi. D'accord, je l'éteignais complètement. Voilà, vous l'avez éteint, allez-y maintenant. Bon, d'abord, avant tout, je vous remercie et je vous remercie de vous inviter. Merci. Nous apprécions ce que vous êtes en train de faire. Et il y a une de mes compatriotes qui a dit, celui qui insiste le chef civique comme ça. Je dis, il faut qu'il quitte dans les choses de César. On avait entendu ici, au moment de la campagne passée en 98, Alpha Condé disait tout est Maniké qui ne vote pas RPG, surtout tout Maniké qui vote PIP, c'est un bâtard. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit Condé. Mais Alpha Condé est présent aujourd'hui, je pense. Et Ofoui Boigné disait, méfiez-vous avec Laurent Gbagbo après moi, car il risque de déstabiliser tout ce que j'ai fait de bien comme pour vous. Aujourd'hui, on a vu où traverser la Côte d'Ivoire. Lansana Conté disait, méfiez-vous avec les diaspos, sinon il risque de déstabiliser tout ce qu'on a fait ici comme des biens. Et pourtant, il n'avait qu'une bien de ressources humaines qui va faire pour eux comme perte à la République de Guinée. Après les pertes, ils vont partir là où ils ont quitté. C'est qu'on est en train de consommer et traverser. Je disais le peuple de Guinée.
regardez-nous nous-mêmes, qu'on sauvegarde notre pays et notre peuple. Tant que cette ségrégation, cette ignorance de la vérité, les tambours et les tam-tams de la mensonge ne cessent pas, la Guinée n'avancera pas. Monsieur Ba, oui. On vous a largement compris, ils sont très très nombreux à vouloir intervenir comme vous, ils sont très très nombreux les auditeurs qui veulent intervenir comme vous. Merci, donnez la chance à d'autres, on vous a largement compris, merci beaucoup. Voilà, monsieur Diallo. Donc, je disais, effectivement, pour répondre à monsieur Keita, qui disait que, effectivement, quand on insulte un chef, on n'aura pas de chef sous sa progéniture. Je dis, il n'a qu'à relire les discours d'Alpha Condé quand il était opposant. Est-ce qu'il veut dire que la progéniture d'Alpha Condé ne sera pas chef en Guinée, mais ce sera tant mieux. Ce sera tant mieux. Donc, s'il y a quelqu'un bien qui s'est distingué dans les attaques personnelles des chefs d'État en exercice, je pense que l'actuel chef d'État en Guinée n'était pas le maillon faible dans cette entreprise là. Et puis il dit d'apprécier les actions du gouvernement. Nous ne sommes pas là. L'opposition, quand on dit opposition, il faut comprendre le français. Il y a la majorité, la mouvance qui est là pour apprécier l'action du gouvernement, pour nous dire ce que le gouvernement fait. Et c'est largement, ils sont suffisants. Il y a combien de partis qui tournent autour de la mouvance aujourd'hui? Ils ont suffisamment de place, ils ont tous les médias publics, ils ont les radios libres et privées en Guinée. En tout cas, ne serait-ce que Makanera. Voilà, ils n'ont qu'à aller dire les actions positives du gouvernement. Nous, notre rôle, c'est de critiquer. Notre rôle, c'est de nous opposer. Notre rôle, c'est d'alerter. C'est cela notre rôle. Ce n'est pas d'apprécier les actions du gouvernement. Oui, pas d'apprécier, d'alerter, c'est vrai, mais en faisant des propositions. Nous sommes clairs là-dessus par rapport, par exemple, à Waymark. Nous avons fait une proposition qui est claire. Il faut qu'ils les entendent aussi, ce que nous disons. Nous avons dit il faut rejeter Waymark, compte tenu de la polémique qu'il fait, compte tenu des conditions d'opacité dans lesquelles il a été recruté. Il faut aujourd'hui revenir autour de la table avec l'opposition pour rédiger un cahier de charges, lancer un appel d'offres et recruter un nouvel opérateur. Ça, c'est une proposition concrète. On ne va pas venir en le disant prenez SAGEM ou prenez XY. Non, on a dit de remettre la balle à terre et que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on trouve les conditions pour sortir de cela. Nous sommes demandeurs du dialogue depuis combien de mois? Il y a eu des semblants de dialogue qui n'ont accouché de rien du tout. Le président de la République continue d'agir à sa guise. Donc, nous faisons des propositions, mais faut-il que le gouvernement entende les propositions que nous faisons? Il faudrait qu'il accepte ces propositions-là. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que l'UFDG. Il y a tous les partis d'opposition aujourd'hui réclament clairement le départ de Waymark et la reprise d'un appel d'offres pour la conduite de processus électoral. Donc il faut absolument que les gens entendent ça. Nous faisons des propositions, mais nous ne sommes pas là pour jouer au tambour de résonance des actions du gouvernement. Nous sommes là pour alerter. Quand le président de la République sort dans les médias, il dit des choses, nous apportons nos critiques, nous apportons nos contestations, nous apportons notre opposition à ces déclarations ou à ces actions. 10 heures passées de 45 minutes dans ce studio. Nous sommes mardi 13 novembre 2012, journée de deuil national suite à l'assassinat de la directrice nationale du Trésor, Mme Boro Aïssatou, vendredi dernier à Kipé, aux environs de 21h. Monsieur Diallo, est-ce que les Guinéens sont en sécurité aujourd'hui? Non, je pense que c'est le président de la République seulement et les membres de son gouvernement qui sont en sécurité. Est-ce qu'eux ici sont en sécurité quand on se souvient du 19 juillet 2010 ou 2011, comme ça, l'attaque contre son domicile? On voit bien que les conséquences de cette attaque ne sont pas soldées par la mort tragique du chef d'État, ce qui aurait pu être un dommage. Maintenant, cette insécurité là où il habitait, peut-être que l'armée ne pouvait pas bien sécuriser l'endroit là. Mais ce qui est déplorable, aujourd'hui quand le président de la République se déplace, on sait bien qu'il est en sécurité parce qu'il y a toute l'armée guinéenne derrière lui. Le reste, c'est les ministres qui les embarquent. Bon, comment voulez-vous qu'ils assurent la sécurité de nos quartiers et tout ça? Non, la Guinée n'est pas en sécurité. Ce n'est pas seulement à Conakry. Cette insécurité, elle va jusque dans les villages. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, c'est à Kakoni, dans mon village là-bas, que des bandits de grands chemins viennent violenter des gens, paisiblement. Donc l'insécurité touche tout le pays. Maintenant, il y a des questions qu'il faut nécessairement se poser. Comment tout ça est possible en Guinée? Nous avons dénoncé en son temps, et lui aussi, Alpha Condé avait dénoncé en son temps, cette militarisation du pays. L'armée circule librement en Guinée. Alors, si on ne peut pas démilitariser les gens, si on ne peut pas interdire le port des armes en Guinée, alors qu'on autorise tous les Guinéens d'assurer leur défense, qu'on nous donne le droit d'acheter nos armes et de nous défendre nous-mêmes. S'il n'y a personne pour nous défendre, qu'on nous donne la possibilité de nous défendre nous-mêmes. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous arrêtez un délinquant, vous l'amenez à la justice, sauf si vous ne perdez pas.
Moi, je voudrais raconter une chose. Dans mon village, à Kakoni, les gens sont souvent victimes de vols de bétail. C'est le fléau là-bas. Mais quand vous retrouvez, vous venez porter plainte qu'on vous a volé un bœuf, la gendarmerie locale prend les frais de l'enquête, qui peuvent aller jusqu'à 500 000 francs. Ensuite, si vous retrouvez le bœuf en question sur les marchés hebdomadaires, etc., vous le ramenez, on somme le voleur de le payer les frais. Il va aller voler un autre bétail, ramener l'argent à la gendarmerie. Et les 500 000 que vous avez déposés, et le bœuf, et l'argent payé par la caution, la gendarmerie bouffe tout. Les autorités locales, le président de CRD, il bouffe tout. Comment voulez-vous qu'on aille encore porter plainte si on nous vole? Parce que vous perdez doublement. Non seulement vous perdez votre bœuf, mais vous perdez aussi l'argent que vous mettez dans les frais de recherche et de procédure. Pas possible. Donc l'insécurité, c'est tout ça. C'est cette impunité-là qu'il y a. À Conakry, quand vous arrêtez un voleur, si vous l'achevez sur place, vous êtes quitte pour ce qu'on vous a volé. Mais si vous l'amenez à la gendarmerie, il va être libéré dans les heures qui vont suivre et il reviendra encore plus féroce chez vous. Ouais. Cette fois-ci pour vous assassiner. Ouais. Donc, et puis il y a des modes opératoires. Comment est-ce que c'est possible qu'à Conakry, à 19h, qu'on puisse assassiner des gens dans la rue de Conakry sans que personne n'ait pu signaler, même pas le numéro d'immatriculation d'une voiture? C'est vraiment terrible. Je pense que cette insécurité-là, ça devrait être une priorité, des priorités en Guinée, parce que quand il y a l'insécurité, quand il y a cette forme de désorganisation de l'appareil sécuritaire du pays, alors tout est possible. Parce que demain, c'est des personnalités beaucoup plus importantes qui pourront faire subir cette insécurité-là. Alors, et puis, pourquoi ne pas imaginer même qu'il y ait des règlements de compte politiques qui suivent ça? Parce que demain, on peut m'assassiner, on peut assassiner les leaders politiques, on peut assassiner des ministres, et puis on va tout ça mettre sur le compte de l'insécurité. Avant que le trop tard ne soit atteint, là, avant que le niveau vraiment de révolte ne soit atteint, il faut que l'État se ressaisisse et prenne ses dispositions. Il y a tellement de véhicules militaires qui circulent dans Conakry, de la gendarmerie, de la police et tout ça. Ils sont tous équipés de superbes 4x4 qui sont voraces et qui consomment énormément. Ils ne sont pas capables d'arrêter des assassins. En tout cas, M. Ousmane Diallo, l'assassinat vendredi dernier de la directrice nationale du Trésor, Mme Boiro, relance encore le débat sur l'insécurité dans notre pays. Pas plus qu'hier, je parlais avec quelqu'un qui traitait des questions de droits de l'homme. On a fait une remarque, il fut un temps, ça avait encore disparu les militaires en armes à travers la ville, mais ça a repris de plus belle. Oui, et c'est ça le problème. Moi, j'entends souvent le porte-parole de la gendarmerie, Monsieur Barry, je crois, commandant Alpha Barry, qui parle souvent quand il s'agit de réprimer l'opposition, quand il s'agit de ceci, cela. Moi, je demanderais à Monsieur Barry d'aller dans les quartiers, de sécuriser nos quartiers, de dire au commandant de la gendarmerie nationale, l'état-major, d'aller sécuriser nos quartiers. Nous avons peur. Tous les Guinéens se barricadent à 19h. Nos murs maintenant font 5 mètres de hauteur, électrifiés, des barbelés partout. Nos murs sont devenus des prisons. Toutes nos concessions, ce sont des prisons. Ce sont des prisons. Chacun construit sa propre prison et à 18h, c'est la course pour rentrer et fermer à tour de bras et rester enfermé. Même quand vous entendez un bruit dans votre cour, vous n'osez pas sortir. Parce que ceux qui viennent vous voler sont armés jusqu'aux dents. Il faut que la gendarmerie arrête de jouer à cette opération qui n'a aucun sens, de tout le temps fustiger. Tout ce qu'ils sont capables de faire en Guinée, c'est quand il s'agit de réprimer l'opposition. Quand il s'agit de rentrer dans nos quartiers, à Bambeto, Koza, Amdala, quand il s'agit de rentrer dans ces quartiers-là, brutaliser les populations, ça, très sincèrement, nous avons les conséquences encore aujourd'hui. Il faut qu'ils fassent leur job qui consiste à sécuriser les biens et les personnes en République de Guinée. C'est pour ça qu'ils coûtent autant cher à notre budget national. C'est pour ça que tous les autres secteurs de ce pays-là sont à la disette, ont réduit leur budget, mais le budget des forces de sécurité ne fait qu'augmenter. Ne fait qu'augmenter d'année en année. Il faut que les gens assurent notre sécurité. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour ça qu'ils sont payés, c'est pour ça qu'ils ont été formés. C'est ce que nous les réclamons. S'ils ne peuvent pas le faire alors qu'ils disent qu'ils ne sont pas capables de le faire, alors on va libéraliser le port et l'achat des armes en Guinée. Comme ça, chaque citoyen aura la responsabilité d'assurer sa propre sécurité. Le 67 67 10 17, le 64 20 73 32. On va sûrement accueillir un dernier auditeur parce que nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Un dernier auditeur sûrement, Monsieur Diallo. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Et vous? Ça va, je veux dire, et chez vous? Ça va, c'est monsieur? Moi, c'est M. Souma Isiaga. Monsieur Souma, nous n'avons plus que quelques minutes. Bienvenue dans ce studio.
Il n'y a pas de problème, je vais aller plus vite. Voilà. Ok, moi, je remercie d'abord M. Diallo très sincèrement. Et je ne ferai que pour, dans un premier temps, l'encourager et lui signifier que nous sommes derrière eux. Il ne faut pas qu'il lâche. Il ne faut pas laisser qu'il lâche. D'accord. Parce que vous voyez, ça c'est un. Maintenant, en revenant sur le problème de Waymack, vous savez, M. Alpha Condé dit toujours le contraire de ce qu'il fait. C'est de l'ethnostratégie que ce monsieur-là joue dans notre pays. Heureusement qu'aujourd'hui, que beaucoup de personnes le comprennent maintenant. Peut-être qu'avant, on ne l'avait pas compris, mais maintenant, on le comprend. Quelqu'un vous a appelé tout à l'heure de dire que suivez la télévision guinéenne, tout ça là. La télévision guinéenne ne sort pas du tout de la réalité. Yeah. Je vous donne un seul exemple. Oui. Très rapidement, M. Souma. Oui. Voyez un peu la visite du Premier ministre chez le général Conté. Ce qui s'est passé réellement, ce n'est même pas ce qu'on a fait sortir à la télé. Yeah. Je vais essayer de m'arrêter là. Peut-être un autre jour, je vous appellerai. Mais M. Diallo, je tire chapeau pour vous. Ne baissez pas du tout la main. Nous sommes derrière vous. Voilà. Appelez-nous, monsieur Souma, du lundi au vendredi, excepté les jeudis de 9h à 11h. Vous serez dans l'émission Matinée Plurielle, l'émission qui vous donne la latitude de vous exprimer librement. Comptez sur moi, je reviendrai. Merci, monsieur Souma. Merci. Sachez que le succès de cette radio repose sur vous, les auditeurs. Okay. Voilà. Monsieur Diallo, peut-être 4 minutes maintenant à passer ensemble au compte de cette émission. Oui, non, mais merci beaucoup à M. Souma. Effectivement, nous n'allons pas lâcher. Il n'est pas question de céder sur cela. Vous savez, moi, je suis personnellement, notre parti est sollicité régulièrement par la RTG pour aller. Nous refusons. Nous avons dit, c'est cette radio qui fait croire aux Guinéens que nous n'aimons pas la Guinée, parce qu'on n'est pas d'accord avec le chef. C'est cette radio et cette télévision qui font croire aux Guinéens que nous sommes des ennemis de la Guinée et qui ne rendent pas compte de nos activités. Donc c'est une radio de propagande, aujourd'hui au service du RPG, hier c'était au service de Dadis, avant-hier c'était au service du PIP, et avant cela c'était au service de la révolution de Sékou Touré. Donc ils n'ont pas changé. Les journalistes guinéens de radio publique, des radios de la télévision publique n'ont pas pris conscience du changement de mentalité. Les Guinéens aujourd'hui ont l'ouverture. Il y a combien de radios privées à Conakry qui traitent avec impartialité l'information. Il y a les médias internationaux qui déversent sur la Guinée d'informations, Africa 24, mais qui regarde la RTG? Ce sont les commis de l'État qui regardent la RTG. Personne ne regarde. Cette radio n'a pas avancé d'un seul pouce, n'a pas évolué. Donc il faut que les gens se ressaisissent, parce que par ces comportements-là, ils mettent en danger même la vie de leurs propres citoyens. Parce que moi, j'ai déjà vu des jeunes s'en prendre à des journalistes de la RTG. Il y a des quartiers où ils ne pourront plus aller faire des reportages en Guinée. Or, c'est une radio nationale, ou qui est supposée être une radio nationale. Donc, il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils travaillent l'information en toute impartialité. Et ça, c'est un travail gigantesque qu'ils doivent se faire en toute conscience. Ils ne sont pas au service d'un chef d'État, ils ne sont pas au service d'un ministre, ils sont au service de la nation. Et cette nation, elle est diverse, ethniquement, culturellement et politiquement. Elle est toujours là et multiple. Il faut qu'on tienne compte de toutes les sensibilités du pays qui doivent passer dans les... C'est notre argent, c'est notre budget national, c'est une part de nos impôts aussi qui permet à cette radio et à cette télévision de fonctionner. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. C'est l'argent de l'opposition, c'est l'argent de la majorité qui permet de faire fonctionner ça. Il n'y a pas que l'argent du gouvernement. Monsieur Diallo, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Je rappelle, vous êtes membre du bureau exécutif de l'UFDG. Les législatives, on les attend avec impatience. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir le nom de monsieur Ousmane Diallo sur la liste de l'opposition? Nous regardons, c'est vrai qu'aujourd'hui la question n'est pas encore ouverte dans nos partis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis de cette nouvelle génération de politiciens. Nous regardons les espaces politiques avec beaucoup d'intérêt. Et puis, le moment venu, nous verrons dans quelle mesure nous pourrons nous mettre à la ligne de départ, si cela a été le choix de nos différentes formations politiques. Et puis, bon, de l'autre côté, nous encourageons aussi les jeunes poussent des partis politiques, même de la mouvance, à aiguiser bien leurs dents pour ne pas laisser tous ces vieux dinosaures empoisonner encore pendant quelques années l'espace public. Donc oui, nous regardons ça avec beaucoup d'intérêt, mais le sujet n'est pas encore sur la table. Et nous avons beaucoup de choses à dire à cette chose. On n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'il fallait dire dans ce numéro de l'émission Matinée Plurielle, mais ce n'est que partie remise, comme M. Ousmane Diallo est ouvert à toutes les discussions. J'espère qu'il ne va pas manquer
tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de nous faire part de ses idées, de nous faire parvenir tout ce qu'il a à dire dans l'émission Matinée Plurielle. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur Diallo. Merci beaucoup, et puis bien entendu, je remercie particulièrement cette radio pour l'ouverture qu'elle fait, pour la manière de traiter cette information qui manque tellement à notre pays, et puis le fait qu'il tende quand même en toute impartialité le micro à la mouvance, à l'opposition, à la société civile, à tous les acteurs impliqués, politiques ou publics de notre pays. Je vous remercie. On tente de faire le mieux de nous-mêmes pour équilibrer les infos qu'on donne à cette radio, M. Ousmane Diallo. Merci infini à Assi Baldé et à Mbemba Kompo du côté de la technique. Ibrahim Dalababa était du côté du micro pour la présentation de l'émission. À demain, Inch'Allah. Radio Liberté, la radio de vos envies. Radio Liberté, c'est toute la diversité de la Guinée entre vos deux oreilles.